Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marine du compte Instagram Marine Orio pour un nouvel échange inspirant. Marine est une passionnée de rénovation et de décoration. Elle aime détourner les techniques classiques pour imaginer des dailles et créer des intérieurs uniques, colorés et pleins de personnalité. Sur son compte, elle partage ses choix audacieux en matière de motifs, de couleurs et de matériaux, toujours avec une approche très instinctive. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur de plusieurs de ses projets. La fameuse technique de la colle à carrelage qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux. Cette technique, soit on l'adore, soit on la déteste. Mais aussi son îlot de cuisine entièrement recouvert de carrelage, l'accumulation de motifs et de couleurs, mais aussi ses astuces pour allier esthétique et praticité au quotidien. Un échange riche, à la fois technique et inspirant, où Marine nous dévoile ses choix, ses interrogations, ses réussites, mais aussi ses erreurs, et son approche très personnelle pour transformer sa maison en un lieu vivant et joyeusement coloré. Belle écoute! Bonjour Marine et bienvenue sur les clés de la réno, le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de tes rénovations et comment cette passion est née et a finalement transformé ta vie. Tu vas nous raconter tout ça, mais aussi de ton univers haut en couleurs et plein de créativité avec tous les dies que tu peux proposer. Je t'ai découverte sur Instagram, donc grâce à ces nombreux dies toujours ingénieux et ultra inspirants, mais surtout grâce à ton utilisation détournée de la colle à carrelage, une astuce devenue virale donc sur les réseaux ces derniers temps, mais c'est aussi un sujet qui fait beaucoup parler de lui et je dois dire que je cherchais depuis longtemps quelqu'un avec qui en discuter vraiment concrètement, donc comprendre ce qu'il en est, ses avantages, ses limites, et donc je suis très heureuse que tu viennes échanger avec moi sur ce sujet aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc, on va commencer comme toujours par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Bonjour Alison et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je m'appelle Marine, du coup je suis créatrice de contenu sur Instagram sous le compte de Marine Orio et je fais de la rénovation, de la décoration, des DIY et je partage tout ça sur mon compte depuis pas si longtemps que ça finalement. Depuis novembre 2024, donc ça fait même pas un an encore. Ah oui, là, tu vas fêter. Comment? Tu vas fêter les 1 an là. Ouais, à la fin du mois là. Et en Chouette. fait, on a acheté notre maison avec mon copain en novembre 2023 et on a commencé à la rénover nous-mêmes. Donc voilà, donc au début, l'envie de prendre des photos vidéos pour les copains, pour en parler pour la famille. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas le publier sur Instagram. Mais il se trouve que ça a marché. Donc voilà. Et ma maison se trouve à Lorient, en Bretagne, sous la pluie. D'accord. Tu vis à Lorient. Pas très loin de chez moi finalement. C'est ça. Et alors, comment cette passion pour la rénovation et le bricolage est née chez toi? Est-ce que c'est avec la maison que c'est arrivé ou finalement c'était déjà plus ancien? Alors mon papa surtout a toujours été bricoleur, mon grand-père aussi, ma grand-mère aussi, donc je pense que je tiens ça un peu d'eux. En fait, j'avais acheté un appartement en 2020 pendant le Covid
Et ça a été ma toute première rénovation. C'est un appartement, dans le centre de Lorient pour de la location, et ça a été ma toute première rénovation. Bon, c'était la petite rénovation, de la peinture principalement, du home staging comme on appelle ça. J'avais, pas changé la cuisine mais repeint la cuisine et j'ai commencé à m'intéresser à la réno et au bricolage à ce moment-là. Et en fait, bon après les choses ont fait que j'ai déménagé, j'ai eu d'autres appartements, voilà, j'ai eu plein de choses. Et quand on a commencé à vouloir acheter une maison avec mon copain, j'ai commencé forcément à regarder plein d'inspirations sur ce que je pourrais faire et en fait, j'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir être chez moi et de pouvoir, faire ce que je veux, casser les murs, faire de la peinture, faire des choses un peu sur des coups de tête sans que, je puisse avoir peur de pas récupérer une caution. Donc voilà, donc dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire dans ma maison, mon feed d'Instagram a commencé à se transformer en que des vidéos de bricolage, que des petits conseils bricolage, que des inspirations. Pareil pour mon feed Pinterest, donc voilà. Et je pense qu'au fur et à mesure, je me suis dit: «Bah, en fait, ça je peux le faire, donc je vais essayer» et en essayant, je me suis rendu compte que, bah, c'était pas si compliqué que ça faisait plus peur qu'autre chose, donc voilà. Et après je pense qu'on y devient un peu addict, C'est vrai. Quand on voit ce qu'on est capable de faire de nos mains, ça donne toujours, envie d'enchaîner, le projet suivant. On a toujours plein d'idées. exactement. Très bien et du coup, ça arrive avec ce premier appartement dont tu nous parles, mais assez rapidement, l'envie d'acheter une maison, un plus gros projet donc, se Ouais, c'est se ça. présente à vous. Heu, Tu achètes, tu nous dis en 2023, C'est hein, ça, c'est ça? novembre 2023. Et donc c'est la première grosse, le premier gros projet, la grosse rénovation qui arrive à vous. C'est ça. Tu nous racontes un peu comment, pourquoi, chercher une maison? Avec des travaux, j'imagine qu'effectivement, vu tes envies de bricolage, ça tombait sous le sens. Mais, comment s'est passée cette période de recherche et comment la maison est arrivée à vous? Alors je pense que nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'a pas cherché longtemps la maison. Je pense qu'on a eu à avoir, au maximum 2-3 semaines de recherche. Ah ouais, En fait, ce qui effectivement. faisait comment? Effectivement, c'est Ouais. pas long du temps, du Non, non, tout. par rapport à d'autres histoires, en effet, je sais qu'on a été très chanceux. En fait, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était ensemble avec mon copain. Ça faisait, 1 an et demi, je crois. Et on habitait ensemble dans un appartement en location qui était très bien et c'est vrai qu'on s'est dit: «Bah, en fait, on a une situation stable tous les 2». À l'époque, j'étais en CDI, mon copain aussi, et moi, j'ai toujours été éduquée, par mes parents par, investir. Dès que je pouvais, j'ai investi. Là, mon premier appartement que j'ai acheté, c'est, quelques mois après avoir signé mon premier CDI parce que mes parents m'ont toujours éduquée là-dedans. Dès que tu peux, investis, comme ça, c'est toujours, Mmh. bien pour la suite. C'est des investisseurs, tes parents? Pas tant, même pas. Attends. Même pas du tout, ils ont que leur maison, ils ont leur maison qu'ils ont depuis 25 ans, c'est tout. Mon père a son local professionnel, mais c'est tout. Ils ont pas plein d'appart, ils ont rien du tout, non, non, pas tant que ça. Mais ils sont très, enfin et je pense qu'ils ont surtout ma mère, elle a essayé de bien m'éduquer financièrement, à assurer mes arrières, on va dire et Mmh. à être aussi indépendante, financièrement. Donc ouais, ça faisait 1 an et demi qu'on habitait ensemble avec mon copain dans un appartement qui était très bien dans le centre de Lorient et déjà dans cet appartement, je m'y sentais bien et je voulais faire des choses, repeindre des murs, sauf que, bah, forcément en location, on est assez limité. Donc on a commencé à chercher, on est allé voir les banques, pour savoir combien on pouvait emprunter. On s'est rendu compte qu'avec notre budget, on pourrait pas être dans la zone, qu'on voulait dans Lorient, donc pas dans les quartiers plus ou moins dans le centre et que fallait qu'on aille, s'éloigner un petit peu dans les villes qui étaient juste à côté. On a visité 1 ou 2 maisons, mais pas des maisons qui nous plaisaient et en fait, on est tombé sur, cette maison sur Leboncoin, c'est une histoire un peu marrante parce que enfin marrante, oui et non, mais voilà. En fait, on a appelé l'agence, donc c'était une agence immobilière qui la mettait en vente. On les a appelés et on a eu une agente qui nous a, clairement pas vendu la maison. Elle nous a dit: «Alors, la maison, en fait, la maison était très bien située, mais elle me dit: «Par contre, la maison, il y a plein de travaux, faut refaire toute l'isolation par l'extérieur et puis il y a une école à côté, c'est hyper bruyant et puis il y a la fin de la voie express à côté, c'est hyper bruyant». Et du coup, nous, Ah on s'est oui, dit ça donne pas envie du tout ça. bah non, on s'est dit: «Si une agente qui, dont c'est son métier nous dit ça, donc on va la croire». Donc on a dit: «OK, on laisse tomber». On continue les recherches, on refait quelques visites qui nous correspondaient pas et on retombe plusieurs fois sur cette maison sur Leboncoin et en fait, on se dit: «Ah,
elle nous trotte un peu en tête quand même. On aimerait bien la visiter pour se rendre compte par nous-mêmes du niveau de bruit et du niveau de travaux. Donc on rappelle cette agente qui nous refait le même schmilblick, enfin qui nous redit toutes les mêmes choses, et on lui dit on aimerait bien quand même visiter pour se rendre compte par nous-mêmes, parce que la gestion du bruit et enfin pas la gestion mais l'évaluation de la nuisance sonore, c'est propre à chacun, donc voilà. Et il se trouve qu'on force pour avoir un rendez-vous, vraiment on a forcé pour avoir un rendez-vous, ça paraît complètement lunaire mais voilà. Et à ce rendez-vous, on arrive avec une autre personne que la personne qu'on avait eue au téléphone, et donc le rendez-vous était fait par la patronne de l'agence qui nous dit, enfin on lui explique clairement ce qui s'était passé au téléphone. Elle me dit: «Ah bah oui, écoutez, avec cette agente, j'ai beaucoup de soucis, elle est en ce moment, elle est en arrêt maladie, mais juste pour m'embêter et pas pour des vraies raisons». Donc on comprend que je pense que voilà, l'agente était un peu, elle voulait stopper les ventes, Mmh. il y avait un petit problème en interne. Et donc bref, on visite la maison. Et alors les nuisances sonores, pas du tout. C'est-à-dire il y a une école à côté, mais en fait, l'école, elle est quand même assez loin. Et au pire, les enfants, ils sont à l'école de 9h à 17h. Enfin, c'est Oui. pas Puis il y a pire comme nuisance sonore que oui, d'entendre voilà. des enfants jouer. Oui, non, enfin voilà, c'est pas enfin vraiment, on les entend quasiment pas. Enfin, c'est pas, c'est un bruit de fond, mais comme on a partout dans la ville, quoi. Et pareil, les travaux, oui, en effet, il y a des travaux à faire. Le DPE, il est pas bon, mais ça nous faisait pas peur parce qu'on savait qu'on voulait faire des travaux. Donc voilà, et en fait, on a fait une offre directement. Si je me trompe pas, l'offre a été acceptée directement alors qu'on avait réduit un peu le prix, mais parce que la maison était en vente depuis longtemps, et sûrement à cause ou grâce pour nous à cette agente qui la vendait pas. Donc voilà. Et en fait, c'est une maison qui est très bien placée, et on pensait pas pouvoir avoir ce secteur dans notre budget, et qui a un terrain énorme pour le centre. On a 600 m² de jardin, et on est quasiment en centre-ville. On a enfin pas exactement en centre-ville, mais quasiment, et en fait, on est les seuls à avoir un terrain aussi grand, donc voilà. Et ça, c'était en novembre 2023. La bonne affaire, quoi, finalement. Grâce Bah à ouais. cette malheureuse, agent immobilier. Très Exactement. bien. Et le plus drôle, c'est que dans l'histoire, c'est qu'on a des amis à nous qui étaient en pleine recherche de maison aussi, et qui avaient eu la même expérience avec l'agente, et sauf que eux, ils ont pas persévéré. Et en fait, quand ils ont vu la maison, parce qu'ils sont venus la voir pas très longtemps après, ils se sont dit: «Ah mince, c'est bête parce que la maison était bien, mais en fait, c'était juste l'agente, quoi». Mmh. Donc voilà. Bah oui, c'est sûr. Pas Ouais, de bol. non. Et alors, tu peux nous la décrire un peu? Elle ressemblait à quoi quand, vous la visitez? Hem, mmh, C'était, déjà la maison est pas très haute, il y a quasiment une vue de plein pied, un petit étage, mais sous comble, donc vraiment pas très haute. Il y a un truc qui nous a fait rire directement, c'est qu'il y a une Vierge Marie, sur la façade de la maison, qui est incrustée dans la façade, ça vraiment. Et bon, on n'est pas trop croyants, enfin mon copain un peu plus que moi, mais on se dit c'est un peu le clin d'œil marrant, qui fait que cette maison, elle est pas comme toutes les autres, quoi. Le clin d'œil breton en même temps. Oui, aussi, oui. Et il y avait une énorme glycine, qui était plus en fleurs, parce que elle devait être encore en fleurs, parce que quand on l'a visitée, ça devait être en été. Ouais, ça devait être en été, on l'a signé en novembre. Donc il y avait une énorme glycine qui faisait un peu, nous on l'appelait le sourcil de la maison, parce que vraiment il était, en plein milieu de la maison, et il prenait toute la place, et vu que la maison était pas grande, c'était assez imposant. Et l'intérieur, il y avait une partie qui avait été refaite. En fait, la maison, elle est pas très large de base, et il y a eu une première extension d'un côté qui est assez vieille, je pense, qui a au moins, je pense, 30-40 ans. La maison est de 1950, je sais pas si non, je l'ai pas dit encore, mais Non, tu l'avais pas dit encore. voilà. Et il y a une autre extension, qui est plus récente, et ça se voit, donc là, avec, les murs qui étaient, déjà bien, enfin cette partie-là a été, on va dire, prête à habiter, sans travaux. Mais on avait la cuisine qui était, déjà, fermée, mais très fermée, très sombre. Mmh. Forcément une cuisine des années 50 dans son jus, verte, avec des plans de travail très bas, une énorme hotte comme, comme ça se fait dans les maisons, je pense, bretonnes, ou je sais pas, mais voilà, donc une cuisine pas du tout fonctionnelle avec du gaz, alors que nous on voulait plus de gaz, on voulait tout à l'électricité, donc voilà. Après le reste,
Le salon était globalement bien parce qu'il y avait déjà un parquet qu'on a gardé, qui est très bien, enfin un stratifié qui est vraiment très très joli et tout le monde croit que c'est nous qui l'avons installé alors que non, c'était déjà là. Et après il y a toute la partie salle de bain avec, une vieille salle de bain avec des vieux carreaux marrons, avec des petites fleurs, qui n'est pas encore refaite mais qui le sera prochainement. Donc voilà, il y avait des travaux, mais il y avait pas non plus tout à refaire entièrement. Voilà. D'accord. Mais quand même, des gros travaux, tu parlais d'isolation, vous êtes quand même lancés dans des gros travaux de Non, alors on a, en fait sur le DPE, tu sais sur le DPE c'est écrit, pour que la maison soit, classée en A ou énergie A, il Mmh. faut faire toute l'isolation par l'extérieur. Sauf que, bah, une maison en rénovation, à moins de tout refaire à 100 pour avoir un DPE-A, c'est quasiment impossible. Donc on a refait petit à petit. En fait, on a commencé, on a laissé passer Noël et dès, 2 jours après Noël, on a commencé par casser la cuisine et c'est là qu'on a refait l'isolation de cette partie-là, qu'on a refait, l'isolation du plafond aussi, même si c'est sur l'étage et qu'on a refait aussi une partie, comment on appelle ça? Arrière-cuisine. Une partie arrière-cuisine qui, elle, pour le coup, était vraiment pas isolée. Donc on en a fait un petit peu, mais on n'a pas refait toute la maison Ouais. en isolation. Oui, en fait, c'était encore un argument de cet agent immobilier pour, vous dégoûter. OK. Il y Complètement. avait pas tant de travaux à réaliser en fin de compte, c'était plus des modifications, internes, pour réaménager, selon vos habitudes. Ouais et je pense que si, en effet, il y a une partie isolation sur, isolation de la toiture, parce qu'on voit qu'à l'étage, il fait très froid et très chaud dès que en fonction de la température extérieure, mais ça, on n'a pas encore fait. Donc à la limite, ce serait plutôt cette partie-là que l'isolation de toute la maison. Mmh. OK. Très bien et alors du coup, vous avez changé des espaces d'emplacement ou tout est à peu près resté, au même Heu endroit? Tout est à peu près resté au même endroit. En fait, quand on rentrait, on a directement sur la gauche l'entrée et après au fond, on a le salon et à droite la cuisine. Et nous, on n'a pas touché à l'emplacement de la cuisine, on a juste cassé les murs, on l'a agrandi, on a refait, tout propre du sol au plafond, électricité, plomberie. Mais sinon sur les espaces, non, on n'a pas, vraiment c'était ouais, comme quand on a visité, le salon est au même endroit, la chambre est au même endroit, la salle à manger était pas au même endroit. C'est la seule chose qu'on a changé, mais c'est juste de l'aménagement, c'est pas des travaux. Donc au final, on n'a pas, remodifié, complètement la maison. OK. Mais par contre, vous avez créé cette fameuse arrière-cuisine dont tu viens de nous parler. Non, elle était déjà là. Ah, elle était déjà là, Ouais, c'était c'était une vraiment maison avec une arrière-cuisine? ouais, en fait, la cuisine était de base pas très grande, mais la cuisine était quand même assez imposante pour une ancienne maison. Enfin, c'est plus, actuel qu'ancien d'avoir une arrière-cuisine et en fait, la particularité qui nous a fait un peu rire, c'est que, bon, l'arrière-cuisine, c'est un bloc, vraiment, c'est un petit carré avec l'entrée qui mène de la cuisine et il y avait un espace que nous, on appelait la verrue parce que c'est comme si ils avaient construit la maison et à la fin d'avoir construit la maison, ils se sont dit: «Mince, on a oublié la machine à laver» et en fait, ils ont fait un trou dans l'arrière-cuisine pour y glisser la machine à laver. Donc c'était un peu une extension sur l'extérieur, mais juste de la taille d'une machine à laver. Donc quelque chose de pas du tout isolé, hyper humide, voilà. Très bizarre, effectivement. Ouais, c'était très bizarre, mais vraiment on appelait ça la verrue parce que ça faisait vraiment cet effet-là, genre: «Ah mince, la machine à laver, on la met où? Bah attends, on casse le mur et on la met là». Donc ça a été la première chose qu'on a refait, c'est combler ce trou dans le mur et re-isoler bien parce que c'était vraiment pour le coup très humide et pareil l'arrière-cuisine, on n'a pas refait le plafond, mais on a refait les 4 murs et le sol, pour faire un truc plus à notre goût et plus fonctionnel avec un placard IKEA et puis, et des rangements plus pratiques, quoi. D'accord. Donc si je comprends, vous êtes quand même pas mal focalisés sur la pièce à vie enfin, la cuisine, les espaces de vie du quotidien, quoi, pour l'instant? Ouais, en fait, on s'est dit, alors certes, la salle de bain est très moche, mais en fait, elle est grande, il y a une baignoire, il y a un évier, donc ça fonctionne et la cuisine, c'est quand même un endroit où je pense qu'on passe, le plus clair de notre temps. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je passe tout mon temps dans ma cuisine et elle était vraiment pas fonctionnelle. Enfin, on s'arrachait les cheveux à cuisiner, enfin, c'était, vraiment pas agréable Parce et que vous avez vécu dans cette maison, pas enfin, avant qu'elle soit modifiée, je veux dire?
Ouais, en fait, on l'a signé fin novembre et on s'est dit on faisait Noël avec toute notre famille chez nous parce que vu qu'on venait d'acheter la maison, ça nous faisait plaisir de recevoir et la famille de mon côté et celle de mon copain, dans la maison. Et on s'est dit après Noël, quelques jours après, on casse tout et on fait les travaux. Mais du coup, oui, on a vécu, on va dire, ouais, un mois dans l'ancienne cuisine et après on a vécu un mois dans les travaux avec une cuisine de camping, quoi. D'accord. Ah Et oui. donc on s'est dit si la cuisine est refaite et si le salon est refait, on aura déjà un espace convenable et très bien pour vivre, voilà. Et après bon, la chambre est pas refaite, la salle de bain est pas refaite, mais on y passe beaucoup moins de temps, donc c'est moins dérangeant. Mmh. Voilà. OK. Donc vous faites au fur et à mesure, quoi, pièce après enfin les pièces les unes après les autres, quoi, j'entends. C'est ça et ouais, c'est peut-être pas la meilleure solution. Si c'était à refaire, je pense que je referais pas ça, mais Ah ouais? ouais, Bah bah vas-y, dis-nous comment tu ferais? Bah, je pense que j'emménagerai pas tout de suite dans la maison et que je me mettrai un petit coup de collier pour avancer sur les travaux, pour plus faire de choses, des plus gros travaux rapidement et emménager une fois que c'est fait ou une fois que il me reste plus que les finitions ou la décoration, tu vois? Et pourquoi vous avez pas fait comme ça? Parce que, c'était notre premier achat à 2, premier achat où on vivait dedans en tant que propriétaire parce que mon appartement, c'était de la location et je pense qu'on s'est directement dit, on emménage pour économiser un loyer et pour pouvoir, oui, c'est plutôt, je pense, une question de financière de pouvoir Ouais, dire: «Bah, on paye pas et le loyer et la maison» et surtout qu'on n'avait pas fait de pré travaux donc en fait, on n'avait pas de décalage de remboursement de prêt, on a commencé à rembourser directement. Donc en fait, ça oui, pouvait permettre de cumuler et le loyer et le remboursement de prêt. c'est ça. Bah, c'est souvent une question financière qui, de toute façon, te fait habiter dans les travaux tout de suite. Ouais, complètement. C'est sûr. OK et donc si je comprends, vous avez fait tout par vous-même là, vous avez pas forcément fait appel à des artisans? Non, on a fait appel à des artisans juste pour la partie électricité et on a bien fait parce que c'était, vraiment de plus du tout aux normes, pour te dire, notre électricien quand il est venu, il a trouvé des câbles en tissu. Je m'y connais pas trop, mais c'est des câbles qui étaient dans les années 50, mais en fait déjà d'entendre tissu avec électricité, on sait qu'il y a un problème quelque part. Et donc quand notre électricien a vu ça, il a tout coupé directement, il m'a dit: «C'est beaucoup trop d'enjeux, je coupe tout». Donc il y a une partie de la maison, on n'a plus d'électricité depuis parce qu'on n'a pas fini de refaire, mais sinon non, on a fait toute la cuisine nous-mêmes, on l'a cassée avec des copains. Mon père nous a beaucoup aidés aussi. Mon père a fait toute la partie plomberie parce qu'il s'y connaît bien. Et sinon, placo, ouais, après l'aménagement, les murs, enfin, on a vraiment tout fait nous-mêmes. Juste la cuisine qu'on a fait poser parce que, c'était tout bêtement moins cher, de la faire poser que de pas la faire poser pour des histoires de, réduction de TVA ou je sais plus quoi, Ah oui, d'accord. OK, bon, très bien et puis j'ai vu, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous avez quand même aussi un peu géré enfin vous gérez aussi 2 chantiers en parallèle, non? Avec, un Airbnb qui est arrivé. Ouais. Alors ce Airbnb, c'est un appart de famille, qui appartient à ma mère, dont ma mère a hérité. C'est un appartement dans lequel j'ai grandi, enfin pas grandi, mais que j'ai toujours connu en fait. J'ai des photos de moi, j'avais 2 ans dans cet appartement-là. Heu et c'est un appartement dont ma mère a hérité en janvier de cette année. Donc Mmh. nous, on a commencé les travaux en janvier 2024 et le Airbnb est arrivé en janvier 2025. Donc D'accord. bon, ça s'est pas chevauché parce que dans la maison, on faisait des plus petits travaux. On n'était pas dans les gros travaux, dans la poussière, on était plus dans les petits, la décoration, la peinture. Mais oui, OK. on a eu ce Airbnb, qu'on a commencé à rénover en avril avec mes parents et surtout mon papa et on a, fini de le rénover fin juillet pardon, parce qu'il était loué, tout le mois d'août. D'accord et donc du coup, effectivement, c'est un projet sur lequel tu as beaucoup participé, si je Ouais. comprends, pour faire les travaux et avancer dans la rénovation de cet appartement en parallèle?
Ouais, c'est ça. En fait, quand, ça je te l'ai pas dit au début, mais, avant d'être créatrice de contenu sur Instagram, j'étais salariée, dans la communication dans une agence de location de bateaux depuis 6 ans et j'avais quitté mon travail en juin 2024. Pour justement parce que j'avais envie de me consacrer à 100% à la maison. J'avais pas encore Instagram à l'époque. Enfin, j'avais en perso, mais pas en pro, on va dire. Et je voulais me consacrer à la rénovation de la maison, à finir parce qu'en fait, au bout d'un moment, faire des travaux sur les week-ends, c'était un peu, on n'en faisait pas beaucoup parce que mon copain travaille beaucoup. Il travaille les samedis aussi, donc je me suis dit, de toute façon, mon travail, je voulais arrêter en tous les cas. Donc j'arrête mon travail pour pouvoir me consacrer à la rénovation. Et en fait, quand ma mère a récupéré cet appartement-là, on savait qu'on voulait le rénover et j'ai dit: «Bah, écoute, j'ai quelques bases, je peux aider, j'ai du temps». Je venais de créer Instagram, je me dis: «Je suis sûre que ça va intéresser les gens sur Instagram que je parle cet appartement avec une vue exceptionnelle, sur la mer». Donc c'était un peu comme une évidence, que j'aille aider mon père, et je suis allée, pendant de avril à fin juillet, en moyenne à 2 jours par semaine là-bas parce que le Airbnb est dans le Finistère et moi je suis dans le Morbihan. Donc c'est à 45 minutes de là et ouais, pendant 3-4 mois, je suis allée, 2 jours par semaine, faire des travaux, à dormir chez mes parents qui habitent à Quimper, qui étaient à côté et voilà, c'était une période intense et en essayant aussi de coupler avec quelques petits travaux pour la maison, même si j'ai un peu freiné la maison à ce moment-là, mais bon. Mais alors attends, du coup, si je comprends bien, c'est quand même ces chantiers, ces rénovations qui ont amorcé un changement de vie professionnelle, en fait? Globalement, on peut dire ça comme ça, ouais. Parce que du coup, tu avais déjà l'envie de quitter ton job avant, tu vois? Ou c'est le bricolage, et les maisons, qui t'ont Je dirais un peu des 2. J'avais envie de quitter mon travail depuis quelques années, mais j'osais pas, je pense un peu comme tout le monde parce que, je savais pas ce que je voulais faire derrière. Je me voyais pas dans un autre job en salarié pour le moment, et en fait, le fait d'avoir la maison, à rénover, je me suis donné entre guillemets «une excuse» en me disant: «Bah, voilà, je pars pour faire autre chose. Je pars pas pour rester chez moi à glander à rien faire». mmh. Donc oui, ça a été clairement, ça qui a fait c'était mon excuse, c'est ce que je disais, que j'ai quitté mon CDI pour rénover ma maison. Et c'est ce qui est écrit en bio sur mon Instagram, et j'ai beaucoup de personnes qui me contactent par rapport à ça en me disant: «Ah bon, comment tu fais pour avoir quitté ton CDI pour pouvoir maintenant rénover ta maison? Enfin, tu vis de quoi?» et cetera, mais Bah, oui, c'est vrai que ça peut être une question parce que, quitter un salaire, sûr, mmh. pour, une vie de travaux, enfin, j'imagine qu'effectivement tu t'es dit que, tu allais, gagner du temps et de l'argent en faisant les travaux toi-même quand même, que si tu, avais, gardé ton emploi et délégué davantage à des artisans, peut-être pour faire avancer ton chantier, du coup l'un dans l'autre, parfois ça peut être, équitable, si on peut dire, je sais pas comment dire, mais effectivement comment on prend cette décision finalement? J'ai eu, beaucoup de chance parce que, j'ai pu bénéficier du chômage, donc c'était, mine de rien, mentalement une grosse sécurité de me dire que, certes, j'ai pas beaucoup d'argent qui rentre, mais j'en ai quand même un petit peu qui rentre, j'ai pas zéro. Et j'ai aussi, après ça, continué à travailler pour mon ancien employeur en freelance, occasionnellement, pas tous les mois, mais occasionnellement. Et j'ai aussi, travaillé pour mon papa en freelance, donc toujours dans la communication. En fait, il m'a un peu dépannée en me disant: «Bah, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux, est-ce que tu veux le faire?» Donc j'avais un peu ces revenus qui étaient pas hyper réguliers et qui pouvaient pas remplacer un salaire, classique, mais n'empêche que j'avais une petite aide. Donc déjà, Mmh. mentalement, j'avais pas ce souci-là. Et OK, c'est intéressant, mais alors du coup, le fait de changer de vie comme ça, est-ce que c'est un truc, qui t'a fait, éventuellement, regretter, tu vois? Enfin, comment tu vis la situation, ce changement de vie professionnelle, drastique quoi, finalement? et ben, je te cache pas que les premières semaines, ça a été un peu compliqué. Forcément, passer de 6 ans de salariat à, être chez soi tous les jours, du coup avoir beaucoup moins de vie sociale, de pas le plus voir de collègues, ça a été un peu compliqué, mais en fait très vite je me suis mise dans les travaux, dans les petits travaux de la maison. J'ai commencé à réfléchir, quelle peinture je pourrais faire là, quel DIY je pourrais faire et j'ai commencé à le faire, donc ça m'a très vite occupée. Et en fait, très vite aussi, au final le temps est passé vite parce qu'en novembre, j'ai publié ma première vidéo sur Instagram et ça a
quasiment tout de suite buzzé, grâce à une technique, de la colle à carrelage dont je pense on en parlera après. Mais et en fait, très vite, j'ai commencé à voir Instagram plus comme un travail et à me dire: il faut que je crée du contenu pour publier sur mon Instagram parce que, maintenant que j'ai des gens qui me suivent, les gens attendent un peu de régularité et attendent un peu d'avoir des contenus. Donc en fait, tout s'est fait plus ou moins bien. J'ai eu un petit temps pour me reposer après mes 6 ans de CDI et puis après j'ai renchaîné sur, on va dire, un autre travail. Donc non, je l'ai vécu très bien et maintenant je me dis que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre, qui a été très dure. Vraiment, j'ai mis 2 ans, je pense minimum 2 ans à, prendre cette décision de partir de mon ancien travail. Mais en fait, maintenant, je regrette pas et certes, j'avais très peur, mais en fait, il y a toujours des solutions et surtout, je me disais, que si vraiment parce que forcément le plus gros aspect, c'est l'aspect financier qui fait peur. Si vraiment financièrement c'est compliqué, que j'arrive pas à rembourser mon prêt ou que j'arrive pas à manger à la fin du mois, je peux toujours me prendre un travail dit alimentaire et je suis pas plus bête qu'une autre, donc je pouvais faire un peu n'importe quel travail de base, on va dire, pour pouvoir avoir des revenus, qui pourraient, subvenir à mes besoins. Et aussi une petite chose dont on a profité, c'est qu'on a profité de la perte de mon travail pour, faire une pause dans notre remboursement de prêt. Même si ça faisait que 1 an qu'on le remboursait, mais même pas 1 an et on a réussi à faire une pause de 4 mois et mine de rien, ça fait quand même du bien d'avoir des économies sur 4 mois et de pouvoir les mettre dans les travaux ou juste de se refaire une santé financière. Mmh. Ah oui, on n'y pense pas assez ça, effectivement, à la possibilité de pouvoir mettre les mensualités en pause, Ouais, quand on a une situation un peu compliquée, oui, c'est vrai. Ouais, c'est écrit dans tous nos contrats de prêt et en fait, bon, nous, ça a été compliqué, hein. Ça a mis plusieurs mois, on s'est un peu embrouillé, on va dire, avec notre conseillère. On a changé parce que ça a été très, très compliqué, mais on a réussi à avoir nos 4 mois de pause quand même et franchement, oui, ça a fait trop du bien. Mmh. C'est sûr. D'accord. Donc finalement, en fait, c'est Instagram qui a très vite pris le dessus, grâce effectivement à un compte qui a décollé et notamment grâce à la colle à carrelage. Ça tombe bien, on va du coup enchaîner avec ça, parce qu'effectivement donc tu as utilisé la fameuse astuce de la colle à carrelage. Est-ce que tu peux nous dire un peu où déjà tu l'as utilisée de manière, fonctionnelle, je veux dire? Alors, mon tout premier projet avec la colle à carrelage, ça a été le sol de la cuisine. En fait, cette technique, elle était, partout sur Instagram, au moment où on rénovait notre cuisine et moi, je rêvais de béton ciré, je rêvais d'un sol blanc. Déjà, je rêvais d'une cuisine en bois et pour moi, je m'étais dit: «Si je mets une cuisine en bois, il faut que j'ai un sol clair. Je peux pas faire bois et bois, sinon, visuellement, ça fera trop bizarre de trouver la même teinte de bois. Enfin, c'est trop compliqué». Donc je rêvais d'un sol en béton ciré et sauf que, forcément, on était dans la rénovation, on n'avait pas le budget donc voilà et je me suis dit: «Bon, je teste la technique. Au pire, j'ai rien à perdre. Je suis chez moi». C'était un peu ce qu'on se disait avant. «Je suis chez moi, je peux m'en prendre qu'à moi-même si ça marche pas et au pire, je referai, quoi». Donc le premier projet, ça a été le sol. J'ai ensuite fait le plan de travail de cette cuisine et mon 3e projet et pour l'instant le dernier, ça a été le plan de travail du Airbnb, donc plus récemment. Mais j'ai d'autres projets avec parce que je suis adepte de la technique, enfin moi personnellement, je testais et approuvais la technique, même si sur mon sol ça a un peu mal vieilli et on pourra aussi en parler pourquoi, mais voilà. Bah oui, tu vas nous dire, effectivement. Mais je suis curieuse quand même que tu l'envisages sur quel type d'autre de projet pour l'avenir, ta colle à carrelage? Sur une table de salle à manger. Ah d'accord, intéressant. En fait, Très bien. c'est un peu bon, c'est clairement comme du béton ciré, mais ce qui est trop bien, c'est qu'on peut le mettre un peu partout. On voit beaucoup des personnes qui le mettent dans des salles de bain, qui le mettent sur par exemple des bancs ou des salons en béton cellulaire pour recouvrir. Et moi, j'aimerais bien faire une table de salle à manger, donc c'est une base de MDF qu'on utilise à chaque fois, recouverte de colle à carrelage pour avoir cet aspect béton ciré. Mmh. Qui ira du coup parfaitement bien effectivement, avec le reste. Très bien et alors du coup, j'imagine que tu as découvert cette, astuce, cette façon de faire sur Insta, Mmh. c'est ça? Parce que du coup, c'est vrai que c'est, arrivé comme ça grâce aux réseaux sociaux. Tu peux nous dire un peu comment est-ce qu'on procède? Tout simplement enfin, c'est quoi les étapes pour faire, une bonne utilisation de la colle à carrelage, détournée, si on peut dire? C'est globalement même non, c'est, à 100 les mêmes étapes que pour le béton ciré. Donc si ça va être, bon là sur le cas du sol, il faut évidemment mettre un primaire d'accroche. Mmh.
Sur le sol, il faut mettre une trame en fibre de verre. En fait, c'est l'erreur que je n'ai pas faite, enfin que j'aurais dû faire dans ma cuisine, c'est que j'ai pas mis de trame, donc mon sol a fissuré à cause de ça. Mais en fait, tu vois à quoi ça ressemble une trame, en fibre de verre? C'est, voilà un Je petit vois le genre, ouais. ouais voilà, c'est une sorte Mais de une filet sorte de un peu grillage, voilà, un grillage souple souple. en plastique qu'on va mettre dans la première couche qu'on va mettre dans la première couche de colle, pour éviter justement ces fissures et prévenir des fissures. Et ensuite, ça va être 2 autres couches de colle à carrelage. Donc en tout, il y a 3 couches de colle à carrelage 3 couches. Ah c'est ou 2 sur les plans de travail. Moi, j'en mets 2 parce que sur le sol, tu as la première couche qui est enfin pour la trame, donc voilà. mmh. Il y a du ponçage entre chaque étape, évidemment un gros coup de nettoyage pour pas qu'il y ait de poussière et ensuite on va mettre, une couche de bouche-port qui est pareil, le même utilisé que pour le béton ciré et enfin 2 à 3 couches de vernis bicomposant pour avoir vraiment cet aspect qui va protéger la colle parce que comme on le voit souvent sur les réseaux, en effet, la colle, c'est friable, c'est pas, solide toute seule, enfin sans rien dessus, c'est pas solide, mais par contre, c'est justement vernis bicomposant qui va faire que ça va solidifier le tout et rendre, le support complètement hermétique et complètement hydrofuge. Mmh. D'accord et pourquoi 2 couches, j'imagine, c'est pour renforcer justement, 2 Oui, couches de vernis, ouais, parce que, enfin, 2 couches de vernis, il faut en fait, parce que, enfin, faut que ce soit quand même assez épais pour que, vraiment pour qu'on puisse mettre de l'eau, pour pas que ça traverse. Alors qu'une seule couche, c'est pas encore assez épais, il y a des risques que l'eau s'infiltre. D'accord et alors attends, parce que du coup, ça me génère quelques questions. Pas de Dis ragréage en dessous le primaire? Ça dépend du sol. Nous, on a fait un ragréage dans notre cuisine parce qu'on avait 3 ou 4 niveaux de sol différents et c'est là, qu'on a fait une erreur parce que, c'est pas la colle qui a fissuré mon sol, mais c'est les ragréages qui sont en dessous qui ont été mal faits parce qu'on le voit très bien, sur ma cuisine. On sait où on a fait des petits ragréages et en fait, c'est juste à ces zones-là où le sol a fissuré et par exemple, dans notre arrière-cuisine où on a aussi, fait un ragréage plus fin mais, qu'on a mieux fait, je pense, le sol n'a pas bougé. Et D'accord après, c'est pas obligatoire. C'est et en mieux quoi tu veux dire enfin, justement, c'est comment tu analyses, le ragréage qui a été bien fait ou celui qui a été mal fait? bah, on le voit dans l'arrière-cuisine, le sol n'a strictement pas bougé. Il est toujours aussi bien qu'avant, il a pas fissuré Mais et ensuite dans qu'est-ce la que tu as mieux fait, je veux dire? bah, je pense qu'on avait moins, le ragréage de l'arrière-cuisine, c'était vraiment un ragréage pour unifier, donc il a été très, très fin. Alors que le Mmh. ragréage de notre cuisine, c'était pour combler des trous. Donc en fait, je pense qu'on a mis plus de matière et on n'a pas dû utiliser le bon, ragréage, le bon Mmh. matériau, ou on aurait dû plutôt, je pense, faire, une chape ou faire quelque chose avec du béton pour que ce soit plus solide, mais voilà. Mais en tout cas, OK, c'est vraiment marrant parce qu'on voit vraiment, enfin, j'ai une photo que je pourrais t'envoyer, mais on voit vraiment là où on a fait un ragréage et quand on compare avec maintenant, c'est juste les 2 endroits avec du ragréage, c'est les 2 seuls endroits qui ont fissuré. OK. Ouais, ouais, Ouais. c'est surprenant. Enfin, c'est ça s oui, ça s'entend, mais d'accord et tu penses que le fait d'utiliser la fibre de verre aurait pu compenser? Je pense que dans mon cas, ça aurait atténué les fissures, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça aurait fissuré quand même parce que vraiment, on voit que les fissures s'écartent encore et elles sont quand même, assez grosses, enfin, elles deviennent de plus en plus grosses. Donc je pense que dans notre cas, la trame aurait pas été suffisante. D'accord et du coup, vous comptez faire quelque chose? Je pense que je vais refaire un jour, je vais sûrement refaire ce sol-là un jour. Sûrement en colle à carrelage aussi, hem, mais juste refaire des bonnes étapes bien, en mettant une couche de trame, quitte à en mettre 2, quitte à refaire un ragréage. Enfin, je sais pas encore, voilà, je pense que je vais réessayer avec une couche ou 2 de trame pour voir ce que ça donne, mais voilà. OK Pas tout de suite, c'est du boulot, mais et du coup, oui, tu nous disais ragréage. Oui, effectivement, si on fait ça sur un sol en carrelage, on est quand même un peu obligé de passer par l'étape du ragréage. non, non, il y a d'autres personnes sur Instagram qui ont utilisé cette technique qui, eux, n'ont pas fait de ragréage forcément sur du carrelage. Ça peut être aussi, la première couche de colle peut aussi servir à reboucher les jointures pour, justement éviter qu'on voit les jointures à travers la colle après. Donc moi, je pense que c'est pas obligatoire. Ça va dépendre de la surface. En effet, s'il y a une très grande surface,
Un ragréage peut-être mieux, mais par exemple si, on va faire, je sais pas, un WC ou une salle de bain, je suis pas sûre qu'il y ait besoin de mettre un ragréage. Enfin, moi, je sais que si je dois le refaire sur une petite pièce, je ferai pas de ragréage. OK. Avec juste évidemment un bon primaire d'accroche, adapté, au carrelage qui est en dessous et toutes les couches de colle à carrelage, comme il faut, mais le Et quand ragréage, il est pas avant obligatoire. de mettre le primaire, tu passes un coup de ponceuse sur ton carrelage ou un coup de, cristaux de soude, tu sais? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à faire avant le primaire dans ce cas-là ou? Non, à part avoir une surface bien dégraissée, mais après Ouais, ça va donc dépendre. cristaux de soude quand même Ouais, moi pour j'avais dégraisser. j'avais juste fait avec, un produit vaisselle en frottant bien et en nettoyant bien avec de l'eau. Mais après oui, enfin plus nettoyer mieux c'est, mais pas il y a pas forcément d'étape très précise. Faut juste que le sol soit propre et pas gras, OK, évidemment, donc primaire, on laisse bien sécher le primaire évidemment. évidemment. Faut respecter les temps de séchage, ça je pense que c'est important. Heu et une fois que tu as mis le primaire, tu commences à mettre la première couche de colle à carrelage C'est ça. avec donc tu préconises au sol, attends, je sais Une déjà plus comment tu trame l'appelles. La une trame trame en fibre de la verre. trame de fibre de verre, c'est ça. Hem et est-ce quand tu as donc si tu as du carrelage et que tu as des joints à reboucher, est-ce que la trame de fibre de verre, c'est quelque chose qui peut aider aussi? Ou tu fais un Heu truc spécial avant, tu vois? Non, bah, je pense que oui, ça peut aider parce que ça va combler, ça rajoute de la matière, donc ça va combler, donc oui. Moi, si, s'il y a du carrelage et pas de ragréage, je pense qu'il faut faire une première couche uniquement dans les jointures du carrelage Ah, OK. et Tu ensuite viens combler juste les joints, donc voilà, faire un quadrillage quoi, en gros? voilà, c'est ça, pour unifier au maximum la surface et après dans l'autre couche, mettre la trame en fibre de verre et après remettre une couche un peu plus importante du coup de colle dans la dernière étape pour être sûr qu'on voit plus du tout la trame en fibre de verre. OK. Et est-ce que entre les couches, tu varies la consistance de la colle ou c'est toujours la même selon tu suis les indications du fabricant, en gros, sur, la façon de fabriquer la colle et il y a Non. pas, Non, justement, je suis pas, exactement les indications qui sont écrites sur les paquets de colle à carrelage parce qu'en fait, bah, c'est des indications faites pour mettre du carrelage, l'utilité de base de ce matériau. Mais en fait, la colle, si on suit les indications, la colle va être beaucoup trop épaisse et du mmh, coup, ça va pas être assez maniable pour l'appliquer comme du béton ciré. Donc moi, je mets toujours un peu plus d'eau. En général, je le fais à l'œil. Je suis pas au gramme près, je suis pas au centilitre près, donc ma consistance entre les couches, elle est jamais la même. J'essaye juste de me faire un seau pour une seule couche et refaire un autre seau pour la deuxième couche parce que je vais pas refaire entre les 2 sinon ça va être plus compliqué. Mais voilà, je vais vraiment faire à l'œil et vraiment, ouais, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais essayer que ma colle soit assez maniable et plus liquide que prévu sur le paquet. OK, mais pas trop liquide non plus parce que Mais pas j'imagine trop qu'après liquide c'est non. compliqué. Non, mais de toute façon, on le sent. Enfin, moi, j'avais dans mon dernier projet pour le plan de travail du Airbnb, j'avais fait une première colle qui était trop liquide et en fait, elle était, je la voyais genre, je voyais le plan de travail en transparence en Mmh. dessous. Donc là, je savais que c'était trop liquide. Mais après, oui, c'est vraiment tant que ça s'étale bien, je pense que, voilà, c'est vraiment à l'œil. OK. Donc, tu mets ta fibre, ensuite tes couches de carrelage, tu ponces, tu nous as dit entre chaque couche, un petit Mmh. coup de ponçage. Ça, Ouais. c'est hyper important parce Bah oui, c'est qu'effectivement la colle va faire des reliefs peut-être? Ouais, bah, c'est en fait comme tout matériau et forcément, je pense que les gens qui t'écoutent, enfin autant que les gens qui me suivent sur Instagram, il y a pas beaucoup de professionnels, donc il y a personne qui maîtrise l'art d'appliquer le béton ciré ou la colle à carrelage parfaitement. Donc forcément, quand nous on va le mettre, bah, va y avoir des petits pâtés par-ci par-là, des petites traces de spatule. Donc en fait, c'est au ponçage qu'on va tout rattraper. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens avec qui j'échange, sur Instagram, de pas espérer avoir un rendu parfait à Mmh. l'application parce qu'après c'est au ponçage que tout se joue. Oui, puis du coup, ça te fait perdre du temps, je pense. Déjà que ça c'est long, toutes ces étapes. Très long Donc effectivement, vaut mieux pas essayer de faire un truc parfait, hyper lisse, sinon c'est encore pire. et ça peut être très prise de tête aussi de vouloir repasser, plusieurs fois sur une zone et de pas avoir le rendu espéré, c'est un coût, Ouais. à Tu utilises quoi comme outil justement pour, comme une lame spatule?
Une lame à lisser, c'est ma nouvelle meilleure amie. Je sais que tu en as parlé avec, je Avec Sabrina de ouais, c'est ça. Casa Babouchka, oui, Ouais, qui, elle fait beaucoup d'enduit, ouais, effectivement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ce qu'elle mettait sur ses meubles en si, béton ciré, c'est du béton ciré qu'elle utilise, sur ses meubles, maçonnés, effectivement. Lame à lisser aussi, bah oui, c'est vrai que, moi j'en ai toujours pas. Je fais toujours avec la spatule, ça va te normale. changer la vie. Vraiment, ça va te changer la vie. C'est, je le dis, c'est ma meilleure amie. J'en ai 2 maintenant et j'en avais acheté une sur le chantier du Airbnb parce que j'avais oublié la mienne, à chez moi et je m'étais dit: «Mais impossible que j'applique la colle à carrelage, sans ma lame à lisser». Donc j'en ai racheté une et j'ai dit à mon père qui a tendance à pas trop laver ses outils après les avoir utilisés, je lui ai dit: «Tu ne touches pas à ma lame à lisser. C'est mon précieux, tu n'y touches pas». Ah, mais alors c'est intéressant ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut vraiment bien laver entre chaque utilisation? Ouais, ouais, Sinon ça après, sèche, c'est compliqué à bah, comme tout, oui, ça sèche. Après, l'avantage de la colle à carrelage, je pense, le béton ciré, c'est pareil aussi, c'est que si ça a séché sur la lame, tu passes un peu d'eau, tu frottes un peu avec une autre lame, tu sais, tu passes comme ça pour que ce soit lisse, ça part facilement. C'est pas comme, ça de la peinture qui peut rester, voilà. oui, Mais mieux vaut quand même le faire directement, c'est toujours plus simple, et c'est d'avoir mieux. sa lame prête à utiliser pour la prochaine application. OK, et du coup, quelle largeur tu utilises? Bonne question. Je pourrais pas te répondre. Je pense, j'ai envie de C'est dire pas entre très, très grand, non? Ça doit être à peu près la largeur de la main, enfin, je sais pas, comment dire? un peu plus quand même, j'aurais dit 20-25 centimètres, je pense. C'est, pas aussi grand que les lames pour faire l'enduit, sur Oui. les murs, là, les lames à lisser, de base, mais quand même, il faut que ça puisse prendre beaucoup de matière. Mais vraiment, je le recommande à toute personne qui travaille des matières comme ça, ça change la vie, ça fait vraiment un rendu, beaucoup plus simple, enfin, c'est beaucoup plus simple d'application et ça fait vraiment un rendu beaucoup plus beau qu'avec d'autres spatules. Mmh. Donc OK, ça, je recommande, vraiment, c'est le premier outil à avoir quand on applique, des enduits comme ça. et tu utilises une autre spatule? Comment tu vas chercher dans le seau? Parce que c'est pas forcément très facile à pour aller dans un contenant. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai une autre spatule, plus simple et plus petite, les mêmes spatules, tu vois, pour faire les bandes, par exemple, sur le Spatule placo et normale, après ouais, je viens, standard? voilà, faire mon petit, mélange ou pas, je sais pas, mélange, mais transvaser sur, entre les 2 spatules dans mes mains, quoi. OK. Il faut prendre une grosse quantité? Ou enfin, est-ce que tu mesures la quantité à chaque application, tu vois? J'essaye de non, alors j'essaye un peu de mesurer, de savoir, combien il me faut, mais en soi non, parce que la couche sur un plan de travail, elle est très fine. Je pense qu'elle elle dépasse pas les 2-3 millimètres. Donc en fait, ça, Chaque couche, tu veux dire, ou au total? chaque couche. Mmh. Ouais, 2-3 millimètres, peut-être que je suis encore assez gentille, peut-être un petit peu moins même, mais non, il en faut pas beaucoup, surtout pour un plan de travail, il en faut pas beaucoup. Donc après, mieux vaut faire un peu plus pour ne pas avoir à refaire de mélange et risquer de pas avoir la même consistance que la première fois, mais après c'est comme tout, c'est comme les ragréages, c'est un peu on dose à l'œil ou alors on fait des calculs savants. Moi, je suis plutôt de la team où je fais tout à l'œil et je serre les fesses pour être sûre que ce soit la bonne quantité, mais voilà. Et voilà pour cette première partie de l'épisode avec Marine. On a exploré la fameuse technique de la colle à carrelage, ses avantages, ses limites et comment Marine l'utilise au quotidien pour ses sols et ses plans de travail. Mais ce n'est pas tout. À suivre dans la deuxième partie de cet épisode, Les clés de la réno, que tu pourras retrouver vendredi prochain, Marine nous partagera ses meilleures références pour cette technique et nous échangerons également sur les contre-indications et les précautions à connaître. On parlera également de son îlot de cuisine entièrement recouvert de carrelage et de son univers joyeusement coloré avec sa façon unique d'accumuler les motifs et les couleurs. Si tu as 2 minutes, laisse-moi 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify, ça m'aide énormément. Et pour ne pas manquer la suite de cette histoire avec la deuxième partie de l'épisode, abonne-toi à Les Clés de la Réno sur ta plateforme de podcast. Merci de ton écoute et à très bientôt pour la suite. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.